Ils arrivent, on leur explique la situation, pas de problème, on repose la pancarte. Et voilà. Non, mais moi, mais là, il est arrivé donc, en fait, t'en as ben sauté oui, une t'en étape. as sauté pas mal, là, parce que moi, j'ai vu une vidéo dans laquelle il y a de l'action. Oui. Alors, on repose la pancarte. Ouais. Mais en fait, non. Avant même qu'on repose la pancarte, il y avait un groupe de jeunes hommes qui étaient là, qui semblaient plutôt hostiles, et Ils sortaient du métro, ces gens-là. Je pense que oui, ils sortaient du métro, en tout cas, ils y allaient, peu importe. Bon. Ils étaient dans les environs. Et au moment où, le type descend, saute en bas du poteau, il crie « Allahu Akbar ». Oh mon Dieu. Le lendemain, 3 fois. 3 fois, le lendemain des attentats de Manchester, on se fait crier « Allahu Akbar ». En plein Montréal. Donc, un cri islamiste, guerrier, en plein Montréal, le lendemain des attentats de Manchester. Djihadiste, même. Oui, djihadiste. Ouais. Djihadiste. Ouais. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est face à une situation lamentable. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu des anglophones qui ont voulu nous frapper. De l'autre côté, des espèces de militants anarcho-socialistes, on ne sait pas trop quoi, qui décrochent des pancartes, donc qui font du vandalisme. Et troisièmement, des apprentis islamistes qui nous hurlent Allahu Akbar par la tête. Donc ça, c'est la condition réelle pour les patriotes aujourd'hui, en 2017, à Montréal. Ça, c'est quelque chose dont je peux témoigner et qui a été révélé par la campagne. Vous avez une vidéo sur Facebook. D'ailleurs, tout ce qui a été décrit est en ligne sur vidéo sur le Facebook du Parti indépendantiste. Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que les médias, évidemment, sont informés de tout ça. Et ils ne diffusent pas ça. Non, parce qu'ils ne veulent pas faire de la publicité à quelqu'un qui est capable de se défendre. Oui, mais ça va pas plus, ça va plus loin. Ils veulent surtout pas... ils vont dire « jeter de l'huile sur le feu ». Oui, voilà. Hein? Mais dans d'autres circonstances, ça ne leur pose pas de problème. Non, c'est entendu. C'est très sélectif, leur affaire. Hein? Oui. Et c'est comme... Bon, en tout cas. Donc, on est vraiment là dans une situation là qui nous interpelle, qui est provocante pour nous. Ben oui, surtout que ça n'a pas de sens. Et même que l'histoire ne s'arrête pas là, Richard. Parce que le lendemain, donc aujourd'hui, je me rends à la station Beaubien, je constate que l'entièreté de la pancarte a été recouverte de peinture noire. Et je me rends compte qu'il y a un journaliste du Devoir qui a publié sur son compte Twitter la vidéo où l'on voit des militants tout habillés en noir barioler la peinture qui recouvrent la pancarte de peinture à l'aide de... Et ça t'a pas frappé que leur façon, leur habillement ressemblait étrangement à celui du gars qui avait essayé de décrocher ta... C'est exactement ça. Hein? C'est-à-dire, alors, ce que ça veut dire, c'est que tu as affaire à un groupe organisé. Tout à fait. Et je remarque d'ailleurs qu'il y avait déjà eu une série de vandalismes des pancartes du Parti québécois dans le même comté. Il y a eu 200 pancartes qui avaient été vandalisées, je pense que c'était lors de l'élection de 2012. Ouais. Si je ne me trompe pas, il y a des articles de presse là-dessus, on peut vérifier. Notamment sur, comment il s'appelait, Breton. Daniel Breton. Daniel Breton, mais c'était pas... Mais lui, il y avait eu une série... Ça, c'était dans un autre comté. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Et lui, son local a été vandalisé. Oui, mais c'est par la gang à Manon Massé. Ben oui, c'est ça. Exactement. Ben, c'est un peu le même genre de gang. Oui. Ça reste à Montréal. Ça reste d'extrême gauche. Tout à fait. Et de plus, c'est assez particulier parce que le journaliste qui a publié la vidéo, où l'on voit finalement les militants commettre le méfait, recouvrir de peinture ma pancarte. Il s'appelle Marco Belair Cirino. C'est le journaliste au Devoir qui est affecté à Québec solidaire et qui a couvert l'entièreté du congrès de Québec solidaire cette fin de semaine. Était-il présent sur les lieux? A-t-il vu le méfait? Est-ce que quelqu'un lui a envoyé la vidéo? On ne sait pas. On laisse ça entre les mains de la police. Pourquoi? Parce qu'on a porté plainte. Ben oui. Parce que c'est un délit. Voilà tout. Ouais. Donc, cette campagne est assez révélatrice de beaucoup de choses qui se passent au Québec et de l'ambiance généralisée. Hein. Ça concrétise aussi ce qu'on voit au niveau politique avec Québec solidaire. Mais en même temps, je veux dire, ça traduit un certain pourrissement. Ah, totalement. Oh, oui. Du climat, tout à fait. Hein? Oh, oui. Politique généralisée. Oui. Et là, il y a du ressentiment qui est en train de se bâtir de part et d'autre. Oui.
Hein? Le leur, ils vont te dire qu'il est fondé sur, évidemment, comme ça a été le cas, ça a été dit au congrès de Québec solidaire en fin de semaine, sur la fameuse charte des valeurs. Ah ben, selon Québec solidaire, le Parti québécois est un parti néolibéral et raciste. Oui, c'est toxique. Toxique. On vit dans une espèce de monde parallèle avec Québec solidaire. Ouais. S'ils se rendent pas compte que le Parti québécois est le parti social-démocrate du Québec, enfin le grand parti plutôt social-démocrate du Québec, et qu'en plus, il n'y a rien de raciste au Parti québécois, la preuve, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le premier homme noir qui a été élu à l'Assemblée nationale du Québec a été fait sous la bannière du Parti québécois en 1976. Donc, il faut se calmer le délire, là, un jour. Mais en fait, c'est parce que le Québec est la première province à avoir élu un juif aussi. Hein, ça fait longtemps, on parle de ça. C'était Ezekiel Hart à Trois-Rivières. Et à avoir donné... En plus, un communiste. Ah bon, c'est un communiste, ça, je savais pas. Ça, ouais. Et les patriotes ont donné le droit de vote aux Juifs. C'est ici que ça s'est fait, au Bas-Canada. C'est la première fois que ça s'est fait dans tout l'Empire britannique. Donc, les donneurs de leçons à la noix de Québec solidaire, il faut qu'ils retournent faire leur devoir. En fait... Non, mais en réalité, je pense que je rajouterais, je m'excuse, messieurs, que c'est voulu et conscient. C'est-à-dire que l'ennemi de Québec solidaire, pour eux, c'est la gauche molle. C'est eux qui sont dans leur chemin. C'est pas la droite, là. Oui, t'as raison. Depuis, c'est Joseph Facal qui disait, depuis Lénine, la gauche radicale s'attaque à la gauche molle parce qu'elle est dans son chemin. Tout à fait. L'ennemi politique numéro 1 de Québec solidaire, s'ils veulent sortir de leur 6-7%, c'est de s'attaquer puis de détruire le PQ. Je suis pas sûr qu'avec ce qu'il vient de faire, c'est très bon pour eux, hein, par contre. Ah ben non, mais ça, écoute, le moyen parce utilisé qu'ils ont révélé... par définition déficient. Ouais. Mais ce que je dis, l'intention est voulue. Oui, je comprends. C'est pas... Ah non, c'est pas un hasard, ça, je suis d'accord. Non, pas du tout. Il y a des choses que les gens ignorent. Puis c'est dramatique qu'ils les ignorent, parce qu'ils les ignorent, ils se font manipuler d'une façon épouvantable. Tu sais que l'Université de Montréal, par exemple, a commencé à accueillir des Juifs dès 1920. En fait, dès son ouverture de l'Université de Montréal. OK? Et Montréal était une université catholique à charte pontificale. Bien sûr. OK? Et l'Université McGill, en quelle année les premiers Juifs ont-ils été accueillis? Je ne connais pas la réponse. 1948. Oh mon Dieu. OK? Après la guerre. Et il a fallu une décision de la Cour suprême du Canada pour les forcer. L'arrêt est un arrêt célèbre en droit constitutionnel canadien. C'est l'arrêt Fickety contre The Royal Society for the Advancement of Learning, qui est le nom officiel de l'Université McGill. OK, d'accord. OK? Alors, tu sais, il faut et c'est à nous, après, qu'on vient dire... Et puis, les Juifs étaient refusés dans les clubs privés. Bien sûr. OK? Au point qu'à un moment donné, l'élite juive a décidé de s'ouvrir son propre club. Évidemment. OK? Sur la rue... D'ailleurs, dans le milieu financier, il n'y a pas beaucoup de Canadiens sur français. Sur la rue Guy, c'est le club Montefiore. Je le sais, j'y ai été invité. OK? Alors, et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès. Puis, c'était la communauté anglophone de Montréal qui leur fermait la porte au nez. Il ne faut jamais oublier que Mackenzie King, pendant la guerre, avait dit, en parlant des Juifs, qu'on le priait d'accueillir à plein bateau. Il avait refusé, il avait retourné certains bateaux. Oui. Et le commentaire qui avait été prononcé par lui ou par son ministre, je ne me souviens plus, c'est « None is too many ». OK? Aucun, c'est déjà trop. C'est la traduction. Alors qu'on essaye de faire passer le mouvement nationaliste canadien, et que ce sont les Québécois... Lionel Groux, d'ailleurs, dont on célèbre le 50e anniversaire de sa mort, on essaie de les faire passer pour des racistes, des xénophobes, et jamais on est capable de prendre en compte le racisme réel des Canadiens anglais et de l'État fédéral canadien. Ce qui me pousse d'ailleurs à dire que Québec solidaire est totalement... Quand on dit Québec solidaire des libéraux, ça se prouve plus que jamais. Ils sont exactement dans la même narration de culpabilisation des Québécois. Et ce qu'ils viennent de faire à leur congrès avec le Parti québécois,
en essayant de nous faire croire que parce qu'on parle de laïcité, parce qu'on parle de questions identitaires, parce qu'on parle de critique du multiculturalisme, on est automatiquement un xénophobe, un fasciste, un nazi, voire un hitlérien. C'est exactement la même stratégie que Couillard. Québec solidaire et le Parti libéral sur ces enjeux-là sont exactement au diapason. Et c'est pour ça que je pense que tout patriote lucide qui a à cœur le bien-être et l'avenir du Québec doit prendre la pleine mesure de cette alliance libérale-libertaire entre le Parti libéral et Québec solidaire. C'est, je pense que c'est Benoît Dutrisac qui disait qu'au Congrès de Québec solidaire, il y a un groupe de travail sur l'abolition de la loi 101. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Et ça te dit que Québec solidaire, finalement, c'est un amalgame de choses qui ont des islamistes, du monde qui veulent abolir la loi 101. Des islamistes, des anglophones. Oui, c'est ça. Hein? Oui, des anglos un peu hippies, sophistiqués. Ouais. Qui veulent pas voter libéral. Okay. C'est complètement... Et tout ce monde-là, avec à coquiner à l'intérieur de l'Internationale socialiste, là. Et, en fait, il faut savoir ce qui c'est, ce monde-là. C'est les trotskistes. Ben oui. Ouais. Hein? Ben oui. Toi, tu parlais de l'opposition entre la gauche molle et la gauche radicale. Ouais. La gauche radicale, c'est les trotskistes. Ben oui. Sauf que ce que ce monde-là ne sait pas, c'est que depuis longtemps, la gauche trotskiste est entièrement contrôlée par le gouvernement américain, la CIA. Tu savais pas ça? Ben, c'est allé loin. Parce que, figure-toi qu'il y a des trotskistes en France aussi. OK? Et il y en avait un qui s'appelait Lionel Jospin, qui s'est même rendu au poste de premier ministre. Et il appartenait à une faction du mouvement trotskiste qu'on appelait le courant lambertiste. OK? Et la démonstration a été faite. Vous avez qu'à fouiller Google, lambertiste et puis Jospin, et puis trotskiste, et vous allez trouver toute l'histoire de la façon dont la CIA était parvenue à infiltrer ce mouvement-là. Hein? Mais je vais être honnête avec toi, Richard, je pense pas que Québec solidaire a besoin de la CIA pour être débile. Oh, Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Dans le sens où ils sont déjà assez idéologues en eux-mêmes pour être anti-Québec. Moi, il y a une chose... C'est-à-dire que... Je regarde l'histoire sur une période longue. Oui, d'accord. Hein? Ça... Et quand tu penses que... au début des années 50, c'était le courant macartiste aux États-Unis, la chasse au communisme. Oui, bien sûr. Et là, c'était le capitalisme d'extrême droite. Et quand tu regardes aujourd'hui la situation politique aux États-Unis, tu réalises que le Parti démocrate est maintenant devenu un parti de gauche. Le Parti républicain, tu veux dire? Non, le démocrate. Oui, le Parti démocrate. OK. Ouais. Hillary Clinton, elle est classée à gauche. Oui. La situation politique a évolué au sein même, aux États-Unis, d'une façon renversante, et la façon dont elle a évolué se répercute partout. Oui. Ça fait des petits, ce monde-là. Oui. Hein? Mais en même temps, tu sais, il y a quand même une continuité avec ce qu'on connaissait de la gauche, qui était contre la loi 101 dans les années 70. Françoise David était contre la loi 101. Les marxistes-léninistes manifestaient contre le mouvement souverainiste. Donc tout ça a quand même une histoire assez longue. Non, au nom de l'internationalisme prolétarien. Tout à fait. Hein, tout à fait, mais c'est un peu la même chose encore aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce de fascination... Pour l'international islamiste, entre autres. Oui, exactement. Dans le fond, quand on y pense, l'URSS, c'était quoi? C'était comment dirais-je, un empire. C'était un empire qui regroupait des nations. Oui. OK, il y en avait plusieurs. Oui. OK, et on arrivait à tenir sous le couvert
le couvercle, les différences nationales, bien sûr, au nom du principe de l'internationalisme prolétarien. Oui, et en faisant aussi des déplacements de population avec Staline. Oui, Staline, il n'y allait pas dans le détail. Non, c'était pas... OK, mais moi, j'ai davantage en tête l'Union soviétique des années 50 et 60. Là. Oui, après okay. Avec alors, la déstalinisation. tu sais, Mais en tout cas, tout ça pour... D'ailleurs, parenthèse, on voit que la gauche demeure toujours aussi totalitaire. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont très très peur du débat. C'est ça qui me fait un peu rigoler. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans les courants de droite, la droite nationale, il y a quand même des gens qui ont fait un mea culpa sur la question du totalitarisme. Et à gauche, pas du tout. On en est encore à défendre les régimes totalitaires communistes, que ça soit Castro, que ça soit même la Corée du Nord. Il y a chez une partie de cette gauche, de cette frange d'extrême gauche, qui a noyauté Québec solidaire, une espèce d'admiration pour des régimes totalitaires. D'ailleurs, on voit bien écoute, ça, ils sont pas capables de débattre. Ils excluent des gens du débat. Non, ça, c'est les relents du romantisme révolutionnaire des années 60. Oui, mais c'est Oui. Non, ça, mais ça... Et puis quand tu regardes... Mais ça remonte même plus loin. Mais non, mais quand tu regardes qui sont les gens qui sont en arrière de ça, tu réalises qu'effectivement, c'est des baby boomers. OK? Ouais. Hein? Oui, puis d'ailleurs, on le sait, Gabriel Nadeau-Dubois entretient des relations plus ou moins proches avec Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, on est quand même... Oui, on est dans cette gauche. On est sans dedans. Oui, tout à fait. Une gauche molle, un peu immigrationniste, libérale, mais qui tombe rapidement... Dans la censure. Dans la censure, puis dans des délires économiques assez Dans la censure, t'en as un exemple de censure. On est victime de censure. C'est exactement. Non, c'est ridicule. Non, mais on parle du débat. Ils veulent pas débattre entre eux. Mais oui, moi, je lui ai dit, vous n'êtes pas d'accord avec ma pancarte. Ouais. Vous défendez le multiculturalisme canadien. Ben, soit. D'accord. Mais défendez-le. Non, mais je n'interdis pas vos pancartes. Quel est ce délire? On le sait que le multiculturalisme est critiqué depuis des décennies au Québec. C'est normal qu'il y ait un candidat qui représente la critique du multiculturalisme. Mais c'est là aussi, Alex, qu'on voit qu'il y a quand même une différence entre écrire des chroniques contre le multiculturalisme, puis chialer contre le multiculturalisme. Tu comprends, là? C'est normal, puis c'est sain qu'il y en ait là, des chroniques puis contre le multiculturalisme. Mais ça reste quand même un peu en arrière de son bureau. Oui. Quand tu débarques dans le réel avec ça... Puis tu t'installes dans la rue. Il y a des hystéries auxquelles vous pouvez même pas vous imaginer qui se produisent. Oui. Quand on décide de l'incarner politiquement... Quand tu l'incarnes, parce que le faire dans des chroniques en chialeux, là, machin, ça on comprend. Mais de débarquer dans la rue avec ça, là, je me sens visé quand tu parles. Non, au contraire. non. Ceux qui devraient se sentir visés devraient se sentir visés. Mais... Je te taquine. Oh, non. En réalité... instantanément, quand on critique dans la rue le multiculturalisme, c'est comme si on s'attaquait à la diversité culturelle. Non, mais... Oui, mais c'est pire que comme ça. Si c'est-à-dire qu'on s'attaque à l'ordre idéologique dominant canadien. On s'attaque à l'idéologie officielle du Canada. Attention, que tu dises qu'on s'attaque à l'idéologie officielle du Canada, d'accord, mais que tu prétendes qu'il s'agit d'un ordre dominant, c'est loin d'être avéré. Dominant au niveau institutionnel. Pas au niveau de la population. Au niveau de la population, c'est pas le cas. Oui, mais attends, Richard, parce qu'on travaille les esprits, hein. Je suis d'accord avec toi, mais... Les jeunes enfants... Parle-moi des petites madames qui sont venues à votre rescousse. Oui, il y a des gens... bien sûr. Bon. Parce que pendant que des Anglais nous hurlaient par la tête, qu'on se faisait dire des Allahu Akbar par des sauvageons... Et qu'on se faisait détruire nos affiches des anarchistes solidaires... Puis t'avais des petites madames qui sont venues à votre rescousse. Ah oui, il y a une dame en chaise roulante qui est arrivée dans le coin, hein. Des résidentes du quartier. Ah ben oui. Tandis que les autres, on ne sait pas si c'est des francophones par-dessus. Ah oui, mais tout à fait. Des Québécoises de Gouin sont venues nous défendre. Il y en a même une qui a témoigné à la police pour dire qu'elle était là, qu'elle avait tout vu. D'ailleurs, dans les 2 semaines, parce qu'il y a une dame qui habite à côté, puis qui a vu les 2 agressions. Celle de la semaine dernière et celle de cette semaine. Ouais, puis on a eu beaucoup plus de support des gens de Gouin que d'autres choses. Oui, tout à fait. Ça, les hurluberlus... Mais c'est toujours ça, c'est les excités minoritaires. C'est pourquoi il faut faire attention quand on emploie l'expression dominante. Dominant au sens hiérarchique. Il y a un État qui nous impose une narration.
Je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est dominant sur le plan... C'est pas prédominant. Non, c'est pas dominant au sens démographique, au sens de la pas masse. Du tout. Ça, je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention parce que le problème quand on dit ça, c'est qu'on finit par laisser penser aux gens qu'effectivement ça l'est, alors que ça ne l'est pas. Je comprends. Mais l'hégémonie dominante, c'est toujours minoritaire. C'est la plupart du temps, effectivement. C'est comme ça. C'est une élite qui impose ça. Oui. Et c'est le discours de l'État, en fait. Parce que c'est ça aussi, hein. On s'attaque à l'idéologie officielle de l'État canadien. Donc, c'est lourd aussi, hein. C'est la même chose. C'est une narration qu'on cherche à nous imposer. Voilà. On ne nous a pas consultés. Non seulement ça, mais la maudite Constitution dans laquelle ces documents sont, on ne l'a même pas signée et on refuse de la signer. Exact. Tous les gouvernements refusent de la signer. Non, mais c'est pour ça même Couillard mais c'est pour ça que ne la signe pas. C'est pour ça que je dis que c'est scandaleux qu'on refuse un candidat de participer à un débat en raison de son opposition au multiculturalisme, au modèle multiculturaliste canadien. C'est ridicule. Ridicule. Alors, c'est 61%. C'est une négation de ta liberté d'opinion et d'expression. Ben oui, 61% des Québécois est en faveur de la charte de la laïcité du Parti québécois. 79% des Québécois sont opposés au voile intégral en public. Dans la rue. Je parle pas dans la fonction publique. Non, je parle dans la rue. Ben oui, ouais. Ben oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un débat démocratique là-dessus? Ben non. Ben non, il faut pas. Parce qu'on va se rendre compte. Non? Oui, on peut. Oui, ben là, mais on veut pas qu'on en ait un. On veut pas qu'on en ait un parce qu'on va se rendre compte que les gens sont pas mal plus d'accord avec les positions patriotes. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut être prudent quand on dit les choses là. Quand on dit qu'on peut pas avoir un débat, c'est pas vrai. On peut l'avoir. On peut l'avoir à partir du moment où on a des gens en face de nous qui nous laissent l'avoir. Oui, mais écoute, là... On va imposer le débat. On va imposer le débat, oui, c'est tout à fait. Mais ma candidature, c'est un peu ce qu'elle propose de faire, d'ouvrir le débat. Moi, j'étais pas pris dans la mécanique très lourde du Parti québécois. J'ai une liberté de parole qui me permet de porter des idées, d'ouvrir des champs sémantiques. T'es chanceux en maudit? Ah ben, oui, je suis chanceux parce que... Vu l'état actuel du Parti québécois et la tête déconfite de Jean-François Lisée qu'il a ces derniers jours, effectivement, ça fait du bien de ne pas être pris dans cette machine-là. Ben malheureusement, je ne suis pas très heureux. Là. On va légèrement changer de sujet, là, parce que je pense qu'on a épuisé... Oui, d'une part, le temps file, puis ensuite, je pense qu'on a, pour les fins de la journée d'aujourd'hui... Je vais terminer simplement. J'invite les gens à contacter le regroupement des tables de concertation de la Petite Patrie à coordination@petitepatrie.org. Coordination@petitepatrie.org et les contacter pour leur dire qu'il serait essentiel que tous les candidats, même le candidat du Parti indépendantiste, surtout le candidat du Parti indépendantiste, participent au débat. Je vous invite, auditeurs de Radio Infocité, à le faire. J'ai envoyé, j'ai le courriel sur ma page Facebook si vous voulez la consulter. Je te laisse aller. Répète encore les coordonnées. Coordination@petitepatrie.org. OK, on le répétera tout à l'heure. Parfait. OK, alors, bon, on va changer de sujet. Là. Justement, on parlait de Jean-François Lisée. Oui, d'accord. Commençons par parler de Jean-François Lisée. Parfait. Okay. Ton préféré, Richard? Non, vraiment pas. Moi, je comprends que tu dis ça. Non, mais, oui, je dis ça avec ironie. Il a une mine. Déconfite. Oh là là. Il est blanc comme un drap. Ça va pas très bien. On dirait qu'il y avait un fantôme depuis 3 jours. Mais là, c'est incroyable. Il y a eu une entente secrète avec Québec solidaire, Option nationale, le Bloc québécois et le Parti québécois. Oui. Et Québec solidaire n'en a pas parlé à ses membres. Évidemment, ça aurait pu faire changer le vote des membres de Québec solidaire. Ce qui te dit que jamais Québec solidaire ne voulait conclure une entente. Ben voilà. Ben non, exact. C'était décidé depuis le début. En gros, quand on parle de Québec solidaire, on parle du vent. C'est de la fumisterie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Richard? Est-ce que tu penses que finalement, ça a permis de faire tomber les masques de Québec solidaire? C'est-à-dire qu'on est face à une entité dogmatique qui ne veut pas faire d'alliance? Pour moi, ce qui est renversant, c'est que le Parti québécois se sent embarqué dans cette affaire-là. Je suis d'accord. Écoute, je veux dire, quand tu es le Parti québécois, que tu as été au gouvernement, tu n'es pas là en train de quêter le soutien de qui que ce soit. C'est eux qui ont les députés de Québec solidaire. Puis, non seulement ça, mais je veux dire, tu as un leadership à assumer. Assume ton leadership. Si ton leadership est suffisamment puissant,
Québec solidaire n'existe plus. Ouais. OK? Ouais. Il n'y a pas de CAQ. Non. Et pourquoi y a-t-il une CAQ et un Québec solidaire? C'est parce que le leadership du Parti québécois n'est pas inspirant. Tout à fait. Hein? Non, mais tout à fait. Non, puis aussi, le PQ se comporte comme si c'était lui qui était à 7%. Ben oui. Quand il est à 25%. Même, il devrait se cacher. Ben oui. C'est honteux. 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 Mais, OK. S'il y avait quelqu'un qui tenait la route, on demanderait sa démission. On demande pas de démission. Non, mais attendez, messieurs. Je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. OK? 2 secondes. Mettons-nous dans la peau de Jean-François Lisée, là, le grand stratège. Il s'est dit, on va offrir une alliance à Québec solidaire. Québec solidaire va refuser, et comme ça va démontrer que Québec solidaire est de mauvaise foi. Ça va donc créer une scission au sein de Québec solidaire, et il y a une partie de Québec solidaire qui va décider de voter pour le Parti québécois en 2018. D'ailleurs, je remarque que si c'était ça sa pensée, c'est pas totalement stupide, parce qu'on a vu quand même un mouvement au sein de Québec solidaire qui se mettent à découper leur carte. Première erreur de Jean-François Lisée dans cette affaire-là. Quand tu cherches à faire une manœuvre comme celle-là, tu ne mets pas ton propre leadership en jeu. Et tu te trouves à le mettre en jeu dès lors que tu donnes à la possibilité à l'adversaire de te répondre non. Mais c'était peut-être ça l'objectif. Ben, si c'était ça l'objectif, là, c'est suicidaire. Je sais pas, parce que y a des gens qui ont découpé leur carte de Québec solidaire qui se disent « je vais voter pour le Parti québécois ». Tu comprends? Dans le sens où, là, il a révélé à la face du monde que Québec solidaire, c'est un parti sectaire, refermé sur lui-même, otage de ces minorités montréalaises, anglophones, immigrantes et islamo-collabo. Quand bien même serait-il parvenu à faire cela? Exactement. Quand bien même serait-il parvenu à faire cela? Combien de votes cela va-t-il lui gagner? Écoute. Et quant à moi, là, quand tu cherches à te faire élire, tu travailles pas sur les petites quantités, tu travailles sur les grosses. Oui, mais écoute, au Parti québécois, ils se disent, mon Dieu, avec les votes de Québec solidaire, on aurait pu gagner plein de comtés. Là, il y a des gens qui ont fait les calculs, c'est quand même assez... je parle en région, hein, parce que c'est ça aussi le réel. Ce qui s'est passé là au Congrès, c'est que les gens de région de Québec solidaire voulaient l'Alliance. Oui. Parce qu'eux, ils la voient pas tant que ça, la différence entre le Parti québécois et Québec solidaire, sur les enjeux sociaux, sur les questions de la social-démocratie. C'est à Montréal qu'on veut pas l'alliance avec le Parti québécois. C'est à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est les minorités anglophones c'est l'hypothèque et allophones qui disent « Ah, charte de la haine, parti xénophobe, on veut rien savoir du Parti québécois. » QS est otage des minorités montréalaises. Non. Et c'est pour ça qu'il y a eu il va y avoir une scission au sein de Québec solidaire n'a jamais eu vocation à être un parti national. Je suis d'accord avec toi. Ben oui. Jamais. Mais ça se révèle au grand jour. Là. Jamais. Pourquoi? Parce que, au départ, son idéologie, n'a aucune résonance en dehors de Montréal. Hein? On se comprend? Du périmètre de l'Université McGill. OK? Ouais. Non, au plateau Mont-Royal. Ben, c'est ça. C'est le CAM. Okay? Il n'a aucune résonance. Mais non. Donc, en partant... Mais Richard, ils vont peut-être gagner Hochelaga, hein? Peut-être que Rosemont va même être mis en difficulté. Rosemont est en danger. C'est-à-dire le comté de Lisée. Ça se répand. Le centre de Montréal. Ça se peut que le Parti québécois soit balayé par Québec solidaire à Montréal. Tout à fait. Et si c'est le cas, ça sera la faute de Lisée. De n'avoir pas compris. Ça sera certainement pas une fleur de Lisée, hein? Elle était bonne. Elle est trop facile, Richard. Elle était bonne pareil. Elle m'est venue comme ça. Alors, c'est pas une fleur de Lisée. Non, mais... Puis aussi, le vrai drame, c'est que la base nationaliste du PQ a commencé sérieusement à glisser vers la CAQ. Même des gens proches de moi, hein, que j'ai jamais entendu parler en bien de la CAQ, commencent à y penser sérieusement. Écoute, on a des c'est démobilisant, là. Des soutiens. Avec le PQ, ben non, mais c'est épouvantable. On a honte du PQ. Ben oui. Bon. C'est pas compliqué, on en a honte. Tous les gens qui ont, à un moment donné, milité pour un grand parti, parce que le Parti québécois a déjà été un grand parti, ben oui. ont honte. C'est pas... Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, puis qui m'ont écrit pour me dire ça. Ben oui. On a honte. Oui, bien sûr.
Non, mais il y a un sentiment d'humiliation avec ce qui vient de se passer, là. Ben oui. Avec Québec solidaire. D'ailleurs, je remarque que Jean-François Lisée a fait une conférence de presse disant que le Parti québécois est contre l'interculturalisme et contre le multiculturalisme. Alors là, il se réveille, là, soudainement, évidemment. Mais non, mais là, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si sa stratégie, c'était de se coller sur QS pour faire apparaître ce que QS est réellement, c'est-à-dire un parti sectaire d'extrême gauche radical islamo-collabo, et qu'après, il allait faire un appel du pied à la CAQ ou aux électeurs caquistes en jouant le jeu identitaire, tout le monde allait le voir, ça. Mais et il allait perdre totalement sa crédibilité. Non, mais il faut comprendre que Jean-François Lisée, à l'intérieur de son propre caucus, là, il y a du monde qui sont dans la mouvance. Tu sais, je pense à Alexandre Cloutier. Ah, oui. Plus qu'Alexandre Cloutier. Bon. Et c'est pas juste lui, hein? Non. Puis, moi, ils sont où les nationalistes? Puis sur la question, sur la question de l'identité, là, Véronique Yvon, c'est pas solide non plus. Hey. Il y a aussi Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis Paul Saint-Pierre, on n'en parlera même pas. Qui est le chef conservateur nationaliste au Parti québécois. Voilà, tu te rends compte? Alors, on est mal foutu, hein? Non, c'est... Mais c'est ça, on se pose la question, là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Parti québécois? Il y a, j'ai pas eu le temps de lire, mais je veux pas... Non, on veut pas trop taper sur le Parti québécois. On veut pas faire du Parti québécois bashing. Là, non. Il y a du monde qui voudrait que ça aille bien, c'est bien nous. C'est exactement. En fait, c'est ça. On serait les premiers à le soutenir. Oui. Ou en tout cas... Tu sais, si le parti se tenait droit... qui aime bien châtie bien. Ouais, c'est même pas ça. Je veux dire, c'est plate parce que on est vraiment... Tu sais, moi, je demanderais pas mieux que de soutenir le PQ. En plus, vu la collusion et la corruption systémique du Parti libéral, mon cher Richard, c'est plus important je sais pas à quoi tu fais allusion. C'est plus important que jamais de chasser les libéraux en 2018. C'est pour ça qu'on est un peu aussi déçus du Parti québécois. Parce qu'on aimerait qu'il aille bien, que ça soit un véhicule solide pour botter le derrière du Parti libéral aux prochaines élections. Et pour foutre dehors ce régime libéral dont tu as fait l'exégèse cette semaine en publiant un texte extrêmement touffu sur Vigile. Et je pense que ça vaut la peine d'ailleurs d'en parler ce soir. Bon, parlons-en. Tu rappelles que le régime libéral, finalement, prend ses racines dans ce que tu nommes l'État profond canadien. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon. Tu peux expliquer ta position aux auditeurs. Ouais. La notion d'État profond est apparue au début des années 1900, d'abord en Turquie, au temps de l'Empire ottoman. Et elle désignait cette espèce de clique de pouvoir qui arrivait à s'imposer ses orientations, ses directions contre vents et marées. Peu importe ce qui arrivait, ils exerçaient le pouvoir. OK? Donc, c'est une espèce de pouvoir souterrain. Informel. Plus ou moins informel. Quoi. Plus ou moins informel, oui, tout à fait. Et c'est une réunion d'intérêts qui maintiennent une espèce de cohésion dans les orientations de l'État canadien, en l'occurrence nous. Alors, le gars qui a développé ce concept-là de façon plus contemporaine, c'est un universitaire américain, en fait un Canadien à l'origine, Peter Dale Scott. Et il était professeur à l'université Berkeley de Californie, mais c'est un ancien diplomate canadien. Et Peter Dale Scott, il faut le savoir, c'est le fils du juriste très connu Frank Scott, qui était un ami de Pierre Elliott Trudeau et qui a été doyen de la faculté de droit de l'université de McGill pendant plusieurs années. Frank Scott, c'était pas n'importe qui, c'est également lui qui est un des cofondateurs du NPD, du CCF avant. Ah oui, ok, d'accord. OK. Mm-hmm. Canadian Commonwealth. Ça a 100 ans, ça, le CCF. Hein, c'est ça, exactement. C'est le NPD de l'époque. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est des gens là, qui ont eu une influence sur la pensée, les orientations canadiennes. Frank Scott, il faisait partie de l'État profond. Mm-hmm. Okay? Alors, son fils a
finalement développé des concepts qu'il avait sentis, parce que l'État profond, on t'avertit pas pour te dire « Ah, t'es rendu membre de l'État profond, là. » Oui, c'est un réseau d'intérêts. C'est un réseau d'influence. Ouais. OK? Et puis, ça existe aux États-Unis, c'est très, très marqué. Et puis, ça existe au Canada aussi. Puis, ça existe en France aussi, hein? C'est sûr. OK? Et tu en retraces un peu l'exégèse à partir des années 70 avec la guerre que le Canada a déclarée envers le Québec. Le Canada a développé sa conscience. OK? Vu la menace que représentait la sécession du Québec. C'est ça. Ouais. Et cette menace-là, il faut comprendre qu'elle a été ressentie très vivement. D'abord, la réaction de Pierre Elliott Trudeau en 1970 a été colossale. Hein? Et puis ensuite, même... C'était de faire la guerre aux souverainistes, comme on avait fait la guerre aux communistes dans les années 50. C'est ça, puis il faut se souvenir qu'en 1970, c'est à peine 6 ans plus tard, le PQ se fait élire, et puis 4 ans plus tard, on a un référendum. Okay? Donc, tu comprends que pour le Canada, là, la perception de la menace de la sécession était devenue un facteur important. Et c'est ce qui explique que tous les efforts qui ont été faits en dessous de la couverte par Trudeau pour tâcher de briser cet élan québécois-là. Okay? Le rapatriement de la Constitution de 1982, c'est ça. Mm-hmm. OK? Et Trudeau n'a pas hésité à utiliser des moyens illégaux. OK? D'ailleurs, même la GRC, là, après 1970, souvenez-vous des rapports la commission McDonald, la commission Kebble, on a vu très clairement que lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts de l'État canadien, tous les moyens étaient permis. C'est pour ça qu'il y a une forme de naïveté aussi de la part, souvent je trouve, de la part du mouvement souverainiste. En pensant qu'en phase 2, il y a des gens qui vont la jouer à la loyale. C'est ça, non, c'est pas vrai. Et puis alors, on a eu la preuve que c'était le cas, et puis finalement, c'est Jean Chrétien, au moment du référendum qui s'est tenu en Écosse, qui, à l'occasion d'une visite dans la ville de Dundee, en Écosse, là, célèbre pour sa marmelade, dans le cadre d'une entrevue à la radio, a carrément dit qu'il avait sciemment violé toutes les règles. Okay? Et que ça lui apparaissait normal. On avait déjà entendu, par exemple, le chef de cabinet de Jean Pelletier, de Jean Chrétien, au moment de la commission de Gomery, nous a annoncé que le Canada était en guerre. Les Québécois n'ont jamais eu conscience d'être en guerre. Okay? Il a fallu que ce soit les autorités fédérales qui leur apprennent qu'ils étaient en guerre. Et évidemment, la notion même de guerre a fait très peur aux Québécois. Ben oui, évidemment. Okay? Et ils n'avaient pas barguiné ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en guerre. D'un seul coup, d'apprendre qu'ils étaient en guerre, ça les a traumatisés un peu. OK? Alors... Il y a un personnage important, c'est-à-dire en 1995, qui va surgir à partir de 2003, c'est Jean Charest. C'est le capitaine Canada. C'est ça. Jean Charest, alors, pendant la campagne référendaire, Jean Charest impressionne les milieux fédéralistes. Okay? C'est pas le chef du Parti conservateur du Canada. Non, il était membre du Parti conservateur. Je pense. Le lieutenant québécois. Non, le lieutenant québécois, c'était Lucien Bouchard, du Parti conservateur. Ah, tu veux dire, non, mais là, il était au bloc en 1995. Oui, mais la position de Lucien Bouchard comme lieutenant du Parti conservateur, ça remonte à 1984-85. Oui, d'accord. Okay. Non, mais bon. Alors, Lucien Bouchard est nommé ambassadeur du Canada. Oui. À Paris. À Paris, en 1985. D'accord. Je n'ai jamais perdu ça. Non, d'accord. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment du référendum, Jean Charest est l'espèce de bras québécois du Parti conservateur du Canada. Oui. Et c'est là où il se démarque comme étant un fier opposant aux souverainistes. C'est ça. Et il va passer au Parti libéral du Québec
pour finalement devenir premier ministre en 2003. Et c'est là qu'on a un peu l'instauration du régime libéral sous lequel on vit encore aujourd'hui. Bon, alors il faut comprendre qu'à partir de 2000, là, quand Lucien Bouchard est premier ministre, Bouchard jette pas de l'huile sur le feu, il jette de l'eau sur le feu, lui. Hein? OK? Alors, comme éteignoir de concupiscence, on a rarement vu mieux. Hein? OK? Alors, il étouffe carrément toute vérité, puis son prétexte, c'est on n'a pas le temps de s'occuper de ça, là, il faut remettre en ordre les finances publiques. Mais lui, il travaille de concert avec Paul Desmarais. Okay, déjà à ce moment-là. Et puis sa relation avec Paul Desmarais remonte à 1985, quand il a été nommé ambassadeur à Paris. Et il a été... donc, il prend la tête du Parti québécois suite à la démission de Jacques Parizeau, et il est élu en 98. Oui. Après, et par la suite, il va démissionner. Bernard Landry va reprendre le flambeau pendant, je pense, 2 ans. Même pas. 2 ans, donc en 2011. 18 mois. Je me rappelle que, c'est un souvenir que j'ai, le 11 septembre 2011, c'était Bernard Landry qui était premier ministre du Québec. Parce qu'il avait fait une conférence de presse, d'ailleurs, sur le sujet. Et 2003, défaite de Bernard Landry, Jean Charest devient premier ministre du Québec. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les libéraux prennent le pouvoir avec un plan. Que plus jamais 95 ne se reproduit. Plus jamais 95 ne se reproduit. C'est le plan qu'a donné Paul Desmarais à Jean Charest. Hein? Puis Jean Charest, là, il a fallu l'arroser en masse, là, parce qu'il trouvait que le salaire de premier ministre n'était pas suffisant. Donc, il fallait lui en verser en plus un salaire additionnel. Tout ça est sorti au bout d'un certain moment. Oui, quelques années. Et puis, on a essayé de nous présenter ça comme la chose la plus banale du monde, alors que, quand même, hein, il s'agissait de fonds qui n'étaient même pas déclarés sur le plan fiscal. Hein. C'était quand même délicat. Tout à fait. Hein? Mais ça faisait partie des mœurs de pouvoir de l'État profond. Alors, l'État profond... puis Charest, lui, il a opéré avec cette couverture-là constamment. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, le gouvernement, la menace, le Parti libéral s'est mis à exploiter systématiquement la menace souverainiste. Oui, référendaire. Référendaire. OK? Puis de façon à légitimer la permanence du Parti libéral. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Et Couillard exploite encore ça. Quand Couillard est mal pris, il ressort la menace référendaire. Dans ton article, Richard, tu recenses de 700 à 4500 nominations par le gouvernement Charest, donc des nominations politiques, et de 900 à 1500 nominations par le gouvernement. Ben oui, c'est comment dirais-je, Pierre Moreau qui a fourni le ministre. Oui, mais bon. Qui a fourni le mode de calcul. Il dit que, bon... Tu en parles dans ton article. Puis, tout ce qu'il y a à faire, c'est la multiplication par le nombre d'années où ils ont été au pouvoir. Ouais. Puis, ensuite, il faut comprendre que ces chiffres-là ne comprennent même pas tous les gens qui ont été placés par le Parti libéral à la Caisse de dépôt, voilà. à Hydro-Québec, à la Société immobilière du Québec. Et on a vu que tout ce monde-là s'est graissé... amplement les pattes. Amplement les pattes. OK? Ce qui veut dire que finalement, on a en face de nous non pas seulement la présence d'un parti politique au pouvoir depuis 2003, mais bel et bien d'un régime libéral. C'est-à-dire qu'il y a d'un appareil qui est un peu tentaculaire et qui a pris le contrôle de l'ensemble, à la fois des ministères, mais aussi des organismes parapublics, par le système de ça va jusqu'aux commissions scolaires. Ah ben voilà, ça descend jusqu'aux commissions scolaires. Les municipalités, les commissions scolaires, les municipalités régionales de comté, tout ça, là, c'est tout contrôlé. Notamment Jacques Dupuis. Oui, Jacques Dupuis, c'est un avocat, et il a occupé au début à l'arrivée au pouvoir de Jean Charest, la fonction de ministre de la Justice et de vice-premier ministre. OK? Et par la suite, à partir de 2006, ou je pense, ou 2007, il cesse d'occuper les fonctions comment dirais-je, de ministre de la Justice, il devient ministre de la Sécurité publique. Okay?
Mais il faut comprendre qui est Jacques Dupuis. Là. Il se trouve que c'est un avocat de la même promotion que moi. On a étudié ensemble à l'Université de Montréal. Lui, il s'est orienté vers le droit criminel. Okay? Et il a occupé divers postes, et puis il s'est retrouvé procureur au gouvernement. Okay? Et il a continué à gravir les échelons, et il se retrouve, il a décidé de faire de la politique, et il se retrouve au Parti libéral, élu du Parti libéral. Okay? Alors, il a besoin, Jean Charest, il faut comprendre d'où il venait. Lui, il venait du Parti conservateur, donc il n'y avait pas nécessairement des racines très profondes dans le Parti libéral. Il a fallu qu'il y en arrière. Mais il n'y a pas besoin d'avoir finalement des racines si profondes que ça dans le Parti libéral, parce qu'il avait des racines très profondes dans l'État profond canadien. Okay? Et l'un... vient naturellement avec l'autre. Vient naturellement. Ça facilite les entrées, comme dit l'autre. OK? Alors, le rôle de Jacques Dupuis, ça a été finalement de couvrir toutes les manigances de Jean Charest pendant tout son mandat. Et puis, à la fin, c'est devenu extrêmement délicat parce qu'il s'est fait coincer dans l'affaire du MTQ, non? Non. Non, c'est pas l'affaire du MTQ, il s'est fait dans l'affaire de la BCIA, l'agence de sécurité de Luigi Coretti. OK? Et puis, évidemment, il avait des liens d'amitié avec un autre permanent libéral, Perrineau, Pietro Perrineau, qui lui aussi a été coincé dans le... Pégreux, hein? C'était un pillard. Tomassi, là, et tout ça. Tomassi, les gens ne réalisent pas à quel point c'était grave. Là. Tomassi, son père, avait une entreprise qui s'appelait Genco. Les gens qui ont un petit peu de culture cinématographique ou littéraire, littéraire, il faut le dire vite, américaine, quoique quand même, c'est de calibre. Le Parrain. Le Parrain. Hein? Avec Al Pacino. Tout ça, le film Le Parrain, là, le nom de la compagnie de Genco. C'est Genco. C'était pas très subtil, hein? Non, mais chacun a ses références, mon Dieu. Oui. Alors... Tu parles aussi, plus tard dans ton texte, d'un événement assez tragique quand même, le suicide du capitaine Martin. Éric Martin. Alors, qui était Éric Martin? Capitaine Martin, c'était l'enquêteur de l'unité anticollusion. OK? Et l'unité anticollusion, c'est celle que dirigeait Jacques Duchesneau. Donc, c'est lui qui a véritablement là, fait le travail policier de l'enquête. Et à un moment donné, frustré par le fait que ses dossiers n'avancent pas, il a démissionné. Et puis, comme par hasard, peu de temps après, il se suicide. Alors, ce suicide-là, il y a eu une enquête du coroner, et évidemment, on a pu déterminer quelles étaient les causes de la mort, les causes immédiates de la mort. Mais personne ne s'est jamais interrogé pour savoir. Il dit « Ah, il était dépressif ». Mais pourquoi était-il dépressif? Est-ce qu'il y a eu reçu des pressions au travail? Puis, exactement. Puis, alors ça n'a jamais été fait. Et il y a quelques mystères comme ça. Je mentionne celui-là, mais j'aurais pu en mentionner d'autres aussi. De situations, de conflits à l'intérieur de la police là, qui ont éclaté au grand jour et qui ont même amené à ce que des accusations soient portées contre l'ancien directeur de la Sûreté, Richard Deschaines. Okay? Il y en a eu du stock là. Et puis, j'aurais pu parler également de Mario Laprise, qui a pris la relève de Richard Deschaines, et puis qui, lui aussi, à un moment donné, s'est retrouvé écarté, parce que, peut-être qu'il faisait trop bien son travail. Il soulevait des questions, puis c'était gênant pour le pouvoir. Mais même Duchesneau. Alors, le pouvoir, on a parlé tout à l'heure de Jacques Dupuis, mais une des choses que Jacques Dupuis, dont Jacques Dupuis est responsable, c'est de la politisation des corps policiers. Okay? Et c'est important d'en être conscient parce que c'est lui qui a
le premier, a invité des enquêteurs à participer à des discussions à son cabinet ministériel auxquelles les enquêteurs n'auraient jamais dû participer. Il y en a un enquêteur dont le nom est connu et qui m'a raconté tout ça et qui a d'ailleurs fait des confidences à d'autres personnes, OK? Et qui s'est retrouvé, lui, dans le bureau de Jacques Dupuis, alors qu'il n'y avait pas d'affaire là. OK? Collusion totale. Ben, alors bon, c'était... Puis, ensuite, il y a la fameuse affaire du juge Dionne, enfin, de celui qui est devenu le juge Dionne, Louis Dionne. Alors là, ça vaut la peine, c'est incroyable comme histoire à raconter. Bon, on a dépassé notre heure, et on reviendra peut-être un petit peu là-dessus au début de la prochaine période. La deuxième période. Voilà, comme au hockey. Et puis, on va vous laisser pour quelques minutes pour une pause. On vous rappelle que vous êtes à l'écoute de radioinfocité.com, l'émission Point de bascule du 24 mai. Et je suis en compagnie de Alexandre Cormier-Denis et Philippe Plamondon. Richard Lehir vous salue. Ici Richard Lehir. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de radioinfocité.com. Rendez-vous au motel Roberval dans la région du Lac-Saint-Jean. Vous serez les bienvenus au motel Roberval. Visitez le site Internet pour obtenir plus d'informations. L'adresse motel-roberval.com ou appelez-les au 1-877-990-9903. Je répète, motel-roberval.com ou 1-877-990-9903. La francophonie, 900 millions de personnes, 75 pays et gouvernements sur les 5 continents. La francophonie, 225 millions de locuteurs, plus de 780 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La francophonie, puissance culturelle et économique. Un message d'Impératif français. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Jacques Nantel et ses autres capsules, soit vidéo ou audio, nous vous invitons à vous abonner à sa chaîne YouTube avec les mots-clés Jean-Jacques Nantel ou Histoire Québec-Canada. Dans cette capsule, Jean-Jacques Nantel, du premier colon dans les Amériques. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. J'ai déjà dit dans une autre capsule radiophonique que le Québec était un pays de passage dont l'histoire avait été faite et influencée par toutes sortes d'événements qui sont survenus sur les autres continents, ce qui a fait que ça a créé un flot continu d'immigrants depuis 4 siècles qui sont venus au Québec. C'était pas la première fois que les Européens venaient en Amérique. On sait que les Vikings sont venus en Amérique plusieurs siècles avant Colomb, parce qu'on a retrouvé un village viking à Terre-Neuve, à Lons-aux-Meadows. Mais cette colonisation-là n'a pas eu de conséquences parce que c'était pas payant de revenir ici. Tout ça, ça a changé quand Colomb est venu ici. Parce que après Colomb, ça a été payant. La raison, c'est que pendant plusieurs siècles avant Colomb, les Européens avaient... Bon, une petite erreur d'aiguillage. Mais nous vous revoici, radioinfocité.com, point de bascule, l'émission du mercredi 24 mai. Est-ce que notre ami Jean-Claude est en onde, est en ligne? Il est en ligne? Moi, je suis là, moi. Ah oui, bon, ben, parfait. Salut Jean-Claude. Bon, Jean-Claude, c'est moi ça, Jean-Claude. Jean-Claude Pomerleau. Oui, Jean-Claude Pomerleau. Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Bon, OK, par rapport à la stratégie du Parti québécois vis-à-vis Québec solidaire. Depuis, ça fait de nombreuses années que la situation était plus ou moins ambiguë et sur laquelle ambiguïté le Québec solidaire jouait pour faire passer le Parti québécois pour le mauvais coucheur d'une entente possible. OK? Alors donc, pour ceux qui étaient des observateurs avertis, tout ça, c'était de l'enfumage, naturellement. Mais il faut comprendre que
ceux qui observent ça d'un œil un peu distrait, disons, pour eux, effectivement, ils s'étaient fait vendre l'idée que le Parti québécois était le mauvais coucheur dans l'histoire. OK? Alors donc, je vais vous ramener à 2012, parce que là, j'avais fait un texte d'analyse là-dessus. C'était très clair que il y avait le Québec solidaire n'avait pas d'intérêt à faire cette entente-là, contrôlée par un noyau idéologique dur, anglo-trotskiste, etc. Et puis donc... on en a parlé, Jean-Claude. Pardon? On en a parlé tout à l'heure. Oui, je le sais, mais je veux... tu veux rajouter, OK, correct. OK. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu une révélation en fin de semaine à l'effet qu'il y avait une entente de signer dans le cadre du oui, sous le parapluie du oui, pour une feuille de route pour l'indépendance, puis de toute évidence, ça ne sera pas respecté. Donc, je reviens avec mon texte de 2012, où là, je rapportais ce que Daniel Breton disait dans sa page Facebook, et là, je peux vous le lire, c'est très court, OK? Et là, c'est un autre cross de ce parti-là qui se veut avoir le monopole de la vertu puis de la probité. Alors donc, Daniel Breton, il dit en 2003, il était à ce moment-là chef du Parti vert, a même appelé pour me demander que le Parti vert du Québec ne présente pas de candidat dans Mercier. En échange, je lui ai demandé que son parti nous laisse Sainte-Marie-Saint-Jacques. Nous sommes entendus. J'ai fait adopter cela par notre exécutif. Le soir de l'investiture d'Amé, je me suis présenté au local et j'y ai été accueilli par le candidat de son parti de Sainte-Marie, Saint-Jacques. Lorsque j'ai vu ça, j'ai demandé à Amé de s'expliquer. Il m'a alors répondu « Je n'étais pas au courant ». Ce à quoi j'ai rétorqué que son parti n'avait qu'à retirer ce candidat, ce qui a été refusé. Nous avons tenu parole, nous n'avons pas présenté de candidat dans Mercier et ce que j'écris n'est que le début des arnaques. Ça me prend tout mon petit chance pour ne pas tout révéler ce qu'Amir et sa gang ont fait comme du prix parce que je veux me concentrer sur les libéraux. Ça, c'était à l'élection de 2012. Et qui disait ça? Daniel Breton. Ah, Daniel Breton, oui, d'accord. OK, donc il met l'intégrité de Kadir en jeu et à ce moment-là, Kadir n'a pas répondu. OK, mais ça passe inaperçu parce qu'on a une couverture médiatique qui est absente de critique par rapport à Québec solidaire et qui est complaisant. C'est une couverture. Et puis l'autre, la Françoise David arrive, puis c'est devenu Sainte-Françoise. Alors donc, on était dans... C'est pas une couverture, c'est un panégyrique. Oui, exact. Pardon? Ça n'est pas une couverture, c'est un véritable panégyrique. Oui, c'est ça. Alors donc, en 2014, j'ai fait un autre texte, encore la fraude de Québec solidaire. Et puis donc, mais ça n'a pas de portée. OK? Alors donc, le Parti québécois avait à faire une démonstration, un choix stratégique, aller au bout de l'exercice pour faire la démonstration que Québec solidaire est une fraude. C'est ça que c'est, là. Alors donc, là-dedans, Lisée s'est engagé là-dedans et ça l'a amené à avoir une... Il s'est enlisé. Oui, non, il ne s'est pas enlisé du tout. C'était un exercice incontournable à faire. Oui, je comprends. OK? Alors donc... Mais ça a été long. Et là, il faut comprendre qu'il y a un échéancier d'ici 2018 et que cette étape-là, il fallait la faire là, immédiatement. En 2018, elle va être loin derrière. Alors donc, là, il fallait dégager cette perspective-là d'avoir une entente avec Québec solidaire. Alors, le Parti québécois a fait le maximum pour paraître être le bon joueur, celui qui va pas amener aucun irritant dans le décor. Mais ça, il fait ça... Une question, Jean-Claude. Quand Lisée fait ça, il fait ça au bénéfice de qui? Il fait ça au bénéfice du Parti québécois dans la mesure où il va pouvoir prendre la suite de l'histoire. Mais cette étape-là, on ne pouvait pas en faire l'économie. OK? Ça ne pouvait pas rester dans le décor. D'ailleurs, Québec solidaire est en train de bâtir et puis donc elle a encore mangé sur le vote du Parti québécois. Alors donc, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est exactement, on est arrivé au bout du rouleau et là, Québec solidaire, la vraie nature de la bête s'est montrée. C'est un noyau dur, anti-québécois, anti-national, supposément d'un parti indépendantiste. Alors, l'option indépendantiste qu'ils nous disent être leur option est une fraude. On sait que ça n'a aucun rapport parce que
sur la constituante qui devrait mener à l'indépendance. Et le point que Gabriel Nadeau-Dubois devait faire, eh bien, eux, ils disent non, ça ne mène pas nécessairement à l'indépendance. Alors donc, l'engagement de Gabriel Nadeau-Dubois sur l'indépendance, c'est une fraude. Alors, il ne peut pas être dans ce véhicule-là. L'autre chose, c'est que Option nationale, qui se dit plus indépendantiste que des indépendantistes, ne peut pas se coller sur ce parti-là. Fait que les choses, là, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est que il y a eu comme une rupture, vous l'avez mentionné, entre ceux de la ville, le noyau de McGill, là, et puis les trotskistes et la réalité à l'extérieur de la ville. Les gens, ils ont découvert la vraie nature de la bête. OK? Alors donc, l'élan de Québec solidaire, qui est supposément à 13 %, oubliez ça. Ils sont sur le reflux. Ils vont tomber, et puis en bas de 8 %. Et donc, ça, c'est une chose de fait. Et après ça, c'est là que le défi se pose pour Jean-François Lisée, c'est de donner une carrure à ce parti-là. Et puis, pouvoir nous présenter... pour qu'il en donne une au parti, il faut qu'il commence par en avoir une lui-même. Oui, mais c'est ça. Mais avez-vous d'autres choix, là, immédiatement, là? Il n'y en a pas. Donc, on joue avec les choix véritables qui existent. Alors, donc, là, lui, il a à se donner une carrure. Il y a une capacité, il y a une intelligence de la politique, il y a une culture de la politique. Ça ne prend pas grand-chose pour se donner une carrure puis proposer des politiques d'État d'envergure pour le redressement national. Maintenant, à partir du moment où il a tassé Québec solidaire, puis ce qui ressort du Québec solidaire, c'est eux autres mêmes qui en parlent, là. Ils sont en train de se déchirer là, à l'intérieur. Vous comprenez? Ouais. Alors, parce que là, je peux vous dire, gars, ce que le Devoir rapporte sur les réseaux sociaux, ils disent que Québec solidaire portera l'odieux de la réélection du Parti libéral du Québec dans moins d'1 an et demi. Alors, donc, c'est là qu'il a réussi à tourner la table de bord puis à mettre l'odieux du côté du Parti de Québec solidaire puis en même temps révéler sa vraie nature. Donc, ça, c'est un exercice. Mais tout ça est une chicane interne. Oh, c'est plus qu'une chicane. Là, il y a du monde là, qui croyait à ça. Il y a des gens sincères à Québec solidaire. C'est pas tous des fraudeurs. J'en doute pas. OK? Il y a des gens qui croyaient à ça. Et là, les masques tombent, puis ils s'aperçoivent dans quelle réalité ils sont. Et là, ils vont faire un pas arrière. C'est déjà commencé. Alors, donc, ça l'élan de Québec solidaire, là... Alors, la question qu'il faut se poser, Jean-Claude... Puis tout ça, là, okay. Oubliez ça n'existe plus. La question qu'il faut se poser, là, c'est que pendant tout le temps où le PQ a consacré... le PQ a consacré à Québec solidaire, combien de membres a-t-il perdu à la CAQ? Oui, il a perdu. Écoutez, on est à 15 mois, 18 mois pas trop, un an. Oui, mais vous diriez, le PQ est à 22 %, c'est jamais bon, ça. Oui, je comprends tout ça. Mais à partir de là, c'est là qu'il a dégagé ça. C'était inévitable. L'exercice devait se faire. Ouais, l'échéancier, c'était Oui, mais Jean-Claude, je comprends ton argument. Ton argument se tient. Pourtant, l'effet que ça a eu, concrètement, là, c'est que pendant 1 an, Jean-François Lisée, avec cette stratégie qui, à mon sens, est démobilisatrice pour l'électorat, envoie des signaux extrêmement confus. De 1, il fait une campagne pour gagner la course à la direction du Parti québécois avec un discours extrêmement identitaire. Le lendemain, il se retourne et il tient un discours à l'élection de Cloutier. OK? D'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle on a voté, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Jean-François Lisée parce que justement, il s'opposait de front à ce que représentait Alexandre Cloutier. Donc, il gagne sur les thèmes en critiquant l'immigration massive, en affrontant Radio-Canada et en étant extrêmement dur sur les questions du multiculturalisme et de la laïcité. Et le lendemain, il revient sur ses positions pour flirter pendant des mois avec Québec solidaire, envoyant des signes extrêmement confus pour l'électorat souverainiste. Et là, à la fin du processus, on se retrouve avec un Parti québécois qui est humilié, Véronique Yvon qui s'excuse presque que l'entente n'ait pas fonctionné, Jean-François Lisée qui n'a que des bons mots pour Québec solidaire malgré le fait qu'il vient de manger une gifle, et l'électorat péquiste est complètement déconcerté, et c'est pas pour rien que Legault est devant Lisée dans les sondages. C'est parce que Jean-François Lisée, à force de se coller sur Québec solidaire,
a donné toute la place qu'il fallait à la coalition Avenir Québec de Jean-François Legault. Et même là, s'il revient sur des positions identitaires plus dures, tous les Québécois vont se dire « Ouais, mais Lisée, il fait son petit stratège, il était en faveur de Québec solidaire, là maintenant, il va être dur sur la question d'identité. » Il perd sa crédibilité. Donc, j'entends ce que tu dis au niveau stratégique, il y avait une logique à faire ça. Sauf que le problème, c'est que il a mangé une grave claque au visage, et c'est l'entièreté de la crédibilité du parti qui est en jeu. C'est pour ça que je pense que c'était une mauvaise décision. Il fallait traiter Québec solidaire comme ce qu'il est, c'est-à-dire un adversaire politique, ni plus ni moins. Et un parti marginal. Oui, non, mais il n'est pas marginal dans la mesure où, dans les jeux d'équilibre, il pèse. Okay? Donc, mais il pèse où? Il pèse pas il pèse à Montréal. L'exercice a été fait, là. Il y a un paquet de comtés, là, qui peuvent tomber d'un bord ou l'autre, du côté libéral ou du côté du Parti québécois, dépendamment du poids de Québec solidaire. Mais là, on ne parle pas d'un gros poids, là. On parle des centaines de voix, là. OK? Alors donc, ça, c'est très important d'éliminer ça, surtout en région, parce que la game va jouer en région. Et puis, ceux-là en région qui ont réagi puis n'ont pas eu accès au micro, en passant, c'était tout contrôlé par la clique, le noyau dur idéologique, là. Et puis donc, eux autres, ils font un pas arrière, et puis bon, là, il y a des chances qu'ils reviennent au Parti québécois. Maintenant, le jeu que Jean-François Lisée, je ne sais pas s'il va y réussir, parce que de toute façon, tout le mouvement n'est pas à niveau. C'est tout le mouvement qui n'est pas à niveau. Il est juste en diapason avec l'ensemble du mouvement souverainiste, là, Lisée, là. OK? Alors donc, là, il y a à nous présenter... Mais là, tu sais, quand tu es un chef, là, tu peux pas être juste au diapason. Il faut que tu sois devant, et puis que tu mènes, et puis que tu inspires. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça son défi actuellement. Mais dans le processus qui s'est passé, il y avait une taxe à payer, et cette taxe-là, elle a été payée, et puis là, il passe à autre chose. Là. On est rendu là. Ouais, mais tu sais, Jean-Claude... Là, c'est là qu'on doit agir, nous. Oui, tout à fait, c'est là où on doit agir. Mais juste pour te dire l'état d'esprit dans lequel il est Lisée, là, il se fait poser la question à la radio, oui, mais quand même, Québec solidaire vous traite de parti xénophobe, de parti raciste, de parti néolibéral, puis on dirait que vous vous excusez. Puis qu'est-ce que Lisée répond? Il dit, oui, vous savez, c'est le jeu politique, c'est comme ça. Il est même pas capable d'envoyer se faire foutre Québec solidaire. Il est même pas capable, en homme politique, d'accepter le fait qu'il est devant des adversaires. C'est comme s'il essayait encore de jouer un peu la couleuvre. Et moi, je pense que cette attitude-là de complaisance systémique avec un parti antinational comme Québec solidaire... Systématique, Alexandre. Systématique. C'est pas systémique, là. En tout cas, l'antinationalisme est peut-être systémique chez Québec solidaire et leurs positions sont systématiquement antinationales. Okay. Et tout ça pour dire que la complaisance envers Québec solidaire de la part du Parti québécois doit cesser dès maintenant. Il faut les traiter comme ce qu'ils sont, des adversaires. Oui, mais regarde, il fallait laisser la chance. La perception, là, elle est longue à se faire. Et là, suite à cette fameuse fin de semaine-là, si tu regardes la réaction des médias par rapport à ce qu'ils étaient avant, c'est eux autres qui ont mené une charge. Oui, qui ont le mauvais rôle. Pardon? C'est QS qui a le mauvais rôle, là. Ben oui, c'est ça. Et donc, cette réaction-là des médias, parce que là, c'était tellement évident, là, on l'avait à pleine face, que les gens sont portés un peu... dans leur perception, elle est fabriquée plus ou moins par les médias, et celle qu'ils ont à partir de lundi, après ce congrès-là, le Québec solidaire qui pouvait imaginer, OK, puis voir comme un parti, bon, qui a des bonnes intentions, puis etc. Écoute, Jean-Claude, penses-tu réellement que Radio-Canada va changer d'attitude à l'endroit de Québec solidaire? Pardon? Penses-tu réellement que Radio-Canada va changer d'attitude de complaisance à l'endroit de Québec solidaire? Il les a frappés durement. Le devoir les a frappés durement. Ben, on va voir. Oui. Aujourd'hui, il y avait 4-5 textes. Allô, le devoir. Je veux dire, s'il faut attendre le devoir, là... Le devoir aujourd'hui, j'ai tous lu les textes. Oui, je sais, mais moi aussi. Non, mais écoute, Jean-Claude, je vais être très honnête avec toi. J'espère que tu as raison. J'espère que c'était ça le plan de Lisée.
Mais j'ai pas l'impression que j'espère que le monde va comprendre ce que tu penses qu'il doit comprendre. Oui, oui, parce que... On est dans une autre étape, à savoir le défi de l'Élysée. Mais cette étape-là, qui est passée au travail de Québec solidaire, puis les tasser, cet exercice-là est fait. Elle a été faite à un certain coût. Mais ce coût-là, compte tenu du fait qu'on est très loin de l'élection, OK, on est à 2-3 éternités de l'élection. Alors là, ça reste derrière, et là, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir à proposer. Parce que au final, la convergence ne se fera pas entre les partis. La convergence va se faire avec les électeurs. Oui, ça, je suis d'accord. OK, sur la base d'une adhésion à une proposition de politique d'État d'envergure pour redresser le Québec. Ben, pour l'instant, on l'attend. On l'attend, c'est ça. On est là. On attend ça. OK. Alors, j'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps. Le monde, ils se sont accrochés dans l'immédiat. Puis puis dans l'événementiel à court terme, mais grosso modo... Ouais, mais... Bon, OK. Là, Jean-Claude, là, on arrive à la... il nous reste même pas une demi-heure pour parler de la situation internationale. Alors, as-tu autre chose, quelque chose que tu veux rajouter vite, là? Non, je veux juste rajouter que sur votre texte, votre long texte sur l'État profond canadien, tout ça que personne n'a jamais fait, et qui est disponible sur Vigile, eh bien, il y a un complémentaire concernant ça, parce que dans l'élection de Gouin, on a fait un dossier sur dossier PLQ. Vous pouvez avoir ça sur acd2017.québec. Vous allez un onglet dossier PLQ, vous allez voir que juste au niveau de l'Hydro-Québec, il nous saigne de 1 milliard par année. Oh, la SIC, MTQ, l'appareil judiciaire. Oui. Que là, il y a beaucoup de travail à faire pour que le thème du régime libéral qui saigne le Québec s'impose au Parti québécois. La corruption, collusion, c'est ça qui devrait être le terme central, et on ne devrait plus parler du Parti libéral, mais du régime libéral, et c'est un message c'est clair, ça c'est du PQ. Mais bon. Il reste à voir maintenant si le PQ va embarquer là-dessus. Quant à moi, je sais que sur le plan de la recherche, ils sont pas du tout équipés. Là. Non, mais il n'y a personne à niveau. C'est pas compliqué, là. Il n'y a personne à niveau. Ouais. OK? Tout ce mouvement-là, peut-être qu'on peut y compter sur les doigts de la main. Puis ils sont marginalisés, comme Alexandre. C'est ça que c'est, là. Ouais. C'est ça que c'est, là. Ah, mais de moins en moins, mon Jean-Claude. Parce que c'est ça. Mais on travaille là-dessus, justement. Okay. OK. Alors là, il est 9h moins 2. On va, si tu n'as pas autre chose d'urgent là, ou de pressant à rajouter, on va passer à l'actualité internationale. Si tu veux rester en ligne, tu es le bienvenu. Si tu veux avoir des choses à rajouter. Mais à ce stade-ci, là, je suis curieux d'entendre notre ami Philippe, qui suit bien la situation en France, là, nous expliquer un petit peu où on en est. En vue des élections législatives qui doivent se tenir vers le 14 ou le 15 juin, hein? C'est le 11 et le 18. Le 11 et le 18, c'est ça. J'étais entre les deux. Exact. OK. Alors, premier tour le 11 juin et deuxième tour le 18. Oui. Écoute, en réalité, c'est une drôle de campagne, hein, les législatives, c'est quelque chose de très local, c'est des élections locales, donc c'est moins extravagant, là, c'est moins extraverti, on entend moins parler, ça se déroule sur le terrain assez proche des gens puis des circonscriptions. Il se passe toutes sortes de manœuvres. On est dans le portrait politique en France est très bizarre en ce moment. C'est-à-dire que la droite française, ce qui est représenté par le parti Les Républicains, se retrouve en morceaux. Elle a implosé. Complètement implosé suite à la présidentielle, à la défaite de François Fillon assez sévère. En fait, ce qui arrive, c'est que la grande majorité des Républicains veulent se fondre dans le parti En Marche de Emmanuel Macron, président. Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Oui, puis ils vont le faire. Il y a 146 personnes du Parti républicain qui ont signé une lettre pour représenter la droite. Et Macron au sein de Macron. Est d'accord avec ça? Bien, écoute, les signaux sont quand même assez forts, puisque c'est dans son gouvernement provisoire, il a nommé Édouard Philippe comme premier ministre,
qui est un type proche de Juppé, très proche, évidemment, qui est non seulement proche, mais qui fait partie des Républicains. D'ailleurs, puis maintenant, il a été foutu dehors parce qu'il a rejoint Emmanuel Macron. Il y a Barouin, qui est président des Républicains, dit que si on joint le parti de Macron avant la législative, qu'on va être systématiquement foutu à la porte du parti. Mais en même temps, c'est une hypocrisie ridicule. On sait très bien que dans les Républicains, la majorité veulent rejoindre. Ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont plus de rapport de force. Puisqu'ils le font avant. Ils disent, on va rejoindre Macron, un peu paniqué. Mais où est le rapport de force? Il y a une élection, dans le 11 juin. C'est bientôt, c'est là. En fait, la partie, elle va se jouer entre le 11 et le 15. Oui, exactement. Hein? Oui. Le 18. Le 18, pardon. Oui. Parce que c'est uniquement lorsqu'on verra la force relative s'établir sur le terrain qu'on sera en mesure de juger qui a gagné quoi. Oui. Et qui a perdu quoi. Exact. Alors, pour l'instant, tout ce qu'on a en vue, c'est davantage une liste de perdants que de gagnants. Puis de tout bord, tout côté. De tout bord, honnêtement, tout côté. là, même Macron, ça risque d'être un peu difficile. Selon moi, il va avoir sa majorité. Bon, en même temps, le deuxième tour va être compliqué parce que le Parti socialiste n'existe plus. D'ailleurs, il ne présente même pas de candidat dans tous les circonscriptions. Oui, c'est ça, parce que là, on parlait de l'éclatement de la droite, mais pour ce qui est du Parti socialiste, c'est presque pire. C'est l'effacement complet. Il y a plein de ralliements à Macron. Oui, puis la gauche se centrifuge autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, disons, les éléments socialistes de la gauche vont vers Mélenchon. Et les éléments plus libéraux de la gauche vont vers Macron. Exactement. Donc, puis d'ailleurs, pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas question de faire de triangulaire au deuxième tour, de faire une espèce de supposé front républicain. Contre le Front De national. toute manière, puisque le Parti socialiste est plus là, je vois pas quel front républicain qui pourrait arriver. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que Macron risque de faire des bons scores. Marine Le Pen et le Front national risquent de faire des bons scores par rapport à ce qu'ils ont là, c'est-à-dire un élu et demi, là, parce que Marion est plus là. Fait qu'il reste plus que Gilbert Collard. Des spécialistes lucides disent que le Front national, au premier tour, vont faire à peu près 10, vont élire à peu près 10 personnes. Au premier tour. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Ils vont passer. Une dizaine d'élus qui vont passer au premier tour. Ce qui est énorme comparativement à ce qu'ils ont aujourd'hui. OK, d'accord. Marine Le Pen fait partie de ceux-là, du nombre. Elle risque d'être élue au premier tour avec un score assez fort. Okay. Florian Philippot, surprise. Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron a décidé de ne pas présenter de candidat contre lui dans sa circonscription. Donc, il est presque certain d'être élu. Macron est très diabolique. Il est diabolique parce qu'en plus... Parce qu'il fait ça pour s'assurer qu'il y a le bordel chez FN. Bien sûr, parce que si Florian est élu, il risque de ne pas s'en aller demain matin. Ben non. Donc, il devient presque incontournable. Donc, surtout s'il est élu au premier tour. Exact. Non, lui, ça risque moins d'être ça. Selon moi, Florian risque plus d'être élu au deuxième. Mais s'il n'a pas d'opposition dans la marche... Non, il va avoir les Républicains. Il va avoir les Républicains, puis je ne sais qui va traîner, mais il risque d'être élu au deuxième tour. D'ailleurs, ses scores étaient assez forts aux dernières élections. Puis lui, en plus, pour parler de Florian Philippot, qui représente la ligne souverainiste de gauche du Front national, a parti son propre mouvement politique qui s'appelle les Patriotes. Évidemment, ça a semé un problème au Front national, mais l'idée, c'est que les législatives, c'est quelque chose, comme j'ai dit au départ, qui est beaucoup plus comme dans une approche d'élection locale. Puis les enjeux sont beaucoup moins larges, c'est des enjeux locaux. Là, ils ne sont pas en train de parler de la sortie de l'euro pendant les législatives. Là. D'ailleurs, ça a été mis sur pause au Front national. Jean-Luc Mélenchon, ça se passe très bien son affaire. Hein? J'ai commencé à suivre son mouvement puisque il risque de faire un bon score. D'aller chercher, Ah oui.
il pourrait faire un bon score. Oui, ça sera pas énorme. L'effondrement du Parti socialiste fait en sorte que oui. Jean-Luc Mélenchon, ça lui dégage une place en or. C'est-à-dire qu'il récupère l'entièreté de la gauche du Parti socialiste. Puis en fait, les communistes aussi d'autrefois. Là. Exact. Oui, oui, tout ça, exactement. Tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle de savoir que Marine Le Pen risque d'être élue à l'Assemblée nationale de France. Hein. C'est une bonne nouvelle. Là. Tout à fait. Et au fond, on se rend compte que c'est comme si la recomposition de la vie politique française, ça faisait en sorte qu'il y ait en gros 3 camps, si on peut dire, là, grossièrement, c'est-à-dire un grand centre libéral, très européiste, très mondialiste, qui va de la gauche des Républicains ou de la gauche de la droite à la droite de la gauche, hein, donc l'aile libérale du Parti socialiste jusqu'à l'aile libérale des Républicains, symbolisé par le parti de Macron. Il y a de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui représente finalement les forces socialistes en France, qui peuvent parfois être critiques de l'Union européenne, mais sans jamais aller jusqu'au bout de la logique souverainiste. Hein. Il s'arrête toujours à mi-chemin en disant finalement il faut renégocier les accords avec l'Union européenne et rester dans la zone euro, il faut une Europe sociale, blablabla. Et de l'autre côté, on a finalement la vraie opposition, qui est le camp patriote, et avec la redéfinition qu'on va connaître du Front National, probablement, peut-être un autre nom de parti. Mais en gros, cette opposition nationale-là, souverainiste, nationaliste, qui va être la réelle opposition au mandat d'Emmanuel Macron comme président. Donc, ce sont à peu près ces 3 forces-là qui vont émerger, je crois, des prochaines législatives. Et ça va être intéressant à suivre parce que je pense que ça va déterminer aussi beaucoup de choses pour les années à venir en France. On était habitué à avoir un vrai clivage. Hein. On se rappelle que le clivage gauche-droite, parfois on a l'impression qu'il n'existe pas, qu'il n'existe plus, qu'il n'a peut-être jamais même existé dans le cas du Québec, parce que finalement, on a toujours eu un clivage qui opposait des fédéralistes à des souverainistes, ou du moins depuis les années 60, mais même à l'époque de Duplessis, hein, c'était un nationaliste, un autonomiste contre un parti libéral du Québec associé au fédéral, tandis qu'en France, l'opposition gauche-droite, c'est l'opposition politique traditionnelle. Hein. C'est même en France, c'est même grâce à la Révolution française qu'on a cette opposition gauche-droite. Et là, on a vraiment l'éclatement de ce pôle-là. Complet. Macron fait la synthèse du libéralisme, donc réunit les éléments libéraux de droite, de gauche, et en face de lui, il y a des gens qui critiquent plus ou moins la mondialisation. Évidemment, moi je continue de le dire, je pense que Jean-Luc Mélenchon est une vaste fumisterie, c'est-à-dire que ce type-là n'est pas un réel souverainiste et patriote français. Il joue au patriotisme parce que c'est payant sur le plan électoral, et puis ça lui donne une espèce d'aspect anti-système, mais au fond, quand on regarde vraiment ses mesures, il est totalement à l'aise avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, et la vraie force d'opposition, ça demeure le parti de Mme Le Pen. Plus franco-français, il y a un type qui a fondé avec Emmanuel Macron le mouvement En Marche, qui est un ancien socialiste qui s'appelle Richard Ferrand. Ouais. D'ailleurs, un breton. Ceux qui suivent la politique française savent c'est qui, parce qu'il est vraiment en avant du mouvement En Marche. Là. Ouais. Lui et François Bayrou, là, mais lui encore plus que François Bayrou. Puis d'ailleurs, il est le directeur actuel d'En Marche, le directeur général. Là, il y a une vraie bourde. C'est la première d'ailleurs, hein, la sérieuse, là, qui accroche le mouvement d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand aurait fait un peu de fling-flang croche avec sa femme pour des biens immobiliers et a donné un emploi à son fils en disant comme excuse, puis les emplois familiaux dans la politique française en ce moment, ça va pas, c'est pas très bien vu. C'est mal vu. C'est très mal vu. Fillon, là. Oui, exact. Il a donné un emploi à son fils. C'est la justification qui est absolument épouvantable. Pour justifier l'emploi à son fils, il a dit « Essayez de trouver dans le centre de la Bretagne des gens lettrés qui savent lire et écrire. Ça sera pas facile. Allez voir sur Internet. C'est épouvantable. Ces gens-là, c'est des illettrés. » Finalement, c'est ce qu'il a dit. C'est épouvantable. Puis, c'est effrayant. Et imagine, c'est un Breton lui-même qui dit ça des Bretons. Des Bretons. Alors, ça te donne une idée de un libéral, la haine de soi et le mépris du peuple, on connaît ça au Québec, mais c'est pas seulement au Québec que ça existe. Non, mais là, alors là, quelle bourde. Ouais.
tu peux pas imaginer pire. Tu sais, les gens, localement, les gens vont être insultés. Ben, bien sûr. Et à juste titre. Et à juste titre. Hein? Ouais. Alors, tu sais, est-ce qu'il est candidat lui-même, Ferrand? Je crois que oui. Hein? Oui. Alors, il est pas, son mais élection bon, est loin d'être le assurée. canard enchaîné s'est mis sur son cas, ça fait 48 heures, là. Ouais. Puis ça colle. Ça colle. Fait que, ça va mal pour lui. Ça va mal pour lui. Ça en va. fait, là, ce qu'il faut aussi penser, c'est que Emmanuel Macron risque de brasser ses cartes. Hein. C'est pas pour rien que c'est un gouvernement provisoire qu'on nomme entre les élections présidentielles puis les élections législatives. Moi, je suis à peu près certain qu'il y a au moins 25% des ministres qui seront plus là. Qui seront même plus là. Non, bien sûr. Après le résultat des législatives. Exact. Et il y en a quelques-uns qui méritent de ne pas y être. Là. Il y en a il y a une Madame Schiappa là, qui a sorti des conneries. Là. Ah oui. Hein? J'ai vu Florian parler oh de ça. là. Ouais. C'est pas drôle, ça. Ouais. À propos, justement, du laïcisme. Oui. Hein, de la laïcité. Mm-hmm. Puis elle a dit « Je me suis jamais sentie française. » Bon. Puis il y a ministre. Ouais. Bon, ben, bonne chance, les amis. Ouais. C'est bientôt au Québec qu'on va avoir ça, hein? Je me suis oui, jamais ça senti commence. québécois, puis des ministres libérales québécoises. Ouais. Les citoyens du monde libéraux. Là. Ah oui, Ben postmoderne, en faisant de l'inversion accusatoire. On connaît ça. Il y a aussi à l'international, peut-être, pour en terminer avec la France. Moi, c'est beau, c'est terminé. Ouais, OK. Il y a la visite du premier ministre Couillard en Israël. Oui. On a appris, alors évidemment quand même un peu scandaleux, lors des rencontres protocolaires, il avait avec lui le drapeau du Canada, comme s'il était le premier ministre du Canada, ce qui est absolument renversant. C'est-à-dire, il rencontre le dirigeant de l'autorité palestinienne, et il y a un drapeau palestinien, un drapeau du Canada. Ben désolé, je veux dire, la Palestine, c'est pas tout à fait un État, en tout cas formel, reconnu. Le Québec non plus. Je veux dire, au niveau protocolaire, il fallait absolument qu'il ait un drapeau québécois, même lorsqu'il s'est rendu en Israël. On est face à une tentative d'effacement du Québec, qui rejoint tout à fait ce qu'on disait précédemment dans l'autre partie de l'émission, c'est-à-dire une tentative de déconstruction pour faire plaisir à l'ordre canadien actuel, et c'est proprement scandaleux que le premier ministre du Québec à l'étranger ne fasse pas la promotion du Québec et ne représente pas l'État dont il est le premier ministre. C'est hallucinant. On a appris d'ailleurs... Oublie jamais que Couillard a été... pour parler là, de l'État profond, là, il a été membre du conseil d'administration de l'Agence de renseignement là, nationale. SCRS. SCRS, hein? Oui, Service canadien de renseignement et de sécurité. Oui. Hein? Avec son ami Crapule. C'est ça. Alors, tu sais, Porter. faut que tu comprennes que tu n'accèdes pas à ces postes-là là, sans que ton engagement envers l'État profond. Mais je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'un neurochirurgien pouvait se retrouver membre de comité du SCRS. Ça me semble un peu farfelu. Enfin bref, ça veut dire que c'est un hyper militant, en fait. Ben oui. C'est ça que ça prouve, parce qu'il n'est pas là pour ses compétences. Puis en plus, ce gars-là, là, il veut dire, franc-maçonnerie, etc. Hein, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Argent planqué à l'île Jersey, Arabie Saoudite. Non, lui, c'est œuf, jambon, fromage. C'est la totale. C'est BOF. Ouais, BOF. Et on a aussi appris que le système de défense des attaques cybernétiques d'Hydro-Québec serait aussi fait désormais en partenariat avec une agence israélienne. Donc quand même d'un État étranger. Ouais. Donc c'est quand même un peu bizarre. Moi je trouve ça un peu... c'est pas le genre de choses qu'on partage avec des étrangers. Non. Ben non, surtout Hydro-Québec. C'est même pas une question que ce soit Israël. Je veux dire, Israël, l'Iran, ça serait même déplacé avec la France. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Bon, en tout cas. Ouais. Écoute, on va... c'est tellement petit et mesquin, c'en est épouvantable. Ouais. Mais il y a Trump qui était aussi dans le justement, on va parler de Trump un peu, là. Il vient de brasser de l'air pas mal. Et puis, mais c'est intéressant parce que ce qui est en train quand même d'émerger, c'est que la politique américaine vient de virer de cap du tout au tout. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui est sûr de quoi que ce soit.
Alors, oui, Trump est allé en Arabie Saoudite, mais il est revenu, d'abord et avant tout, c'est une question d'argent. Hein. Il est revenu avec, pour 350 milliards de contrats sur 10 ans. Mm-hmm. 110 millions de façon immédiate, et puis le reste sur 10 ans. Il est allé 110 milliards, là, mais mettez-vous en tête ce que c'est. Là. 110 milliards, là, c'est 110 stades olympiques. Ouais. OK? Imaginez comment ça fait travailler de monde, ça. Ouais. Hein? Ça vous donne une idée. OK? Donc, il y a ce côté, bien sûr, qui est très intéressé. Mais, en même temps, le message qui a été laissé aux Saoudiens, c'est que dorénavant, là, c'est la guerre au terrorisme qui doit prendre le pas sur toute autre priorité. Et c'est curieux parce que sur ce plan-là, le royaume saoudien... Trump se fait la... Ah, pas patte blanche. Hein? Ben non, et puis Trump, c'est comme de partager le point de vue de Poutine là-dessus. Mm-hmm. Donc, il y a une ambiguïté là qui est loin d'être dissoute. Et puis alors, qui aujourd'hui s'est révélée d'une façon absolument incroyable. Parce que on apprend aujourd'hui que l'auteur de l'attentat de Manchester était un Libyen. Oui. OK. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que le Libyen en question, ses parents, son père était, etc., puis que c'était des gens qui étaient... Des militants anti-Kadhafi. Des militants anti-Kadhafi qui ont vécu en Angleterre, mais qui sont retournés. Alors, non seulement ça, mais on apprend aujourd'hui que les... C'est comme ça qu'on appelle ça, des militants anti-Kadhafi. On apprend que le père et le frère ont été arrêtés à Tripoli. Cette information-là n'aurait jamais dû sortir. Elle est sortie parce que le gouvernement... Libyen? Non, américain a rendu public des informations qu'il détenait, qui lui avaient été communiquées par le gouvernement britannique. Et la ministre de la Sécurité publique, là, en Grande-Bretagne, s'est aujourd'hui fâchée très dur et a dit aux Américains de ne plus jamais faire ça. Tu sais, c'est la première fois que l'Angleterre... que le Royaume-Uni sermonne les États-Unis. Et il faut comprendre pourquoi. Ça ne faisait pas partie de leur plan. Non, c'est que les Britanniques ne voulaient pas que cette information-là ça révèle, parce que ça les compromet, ça engage leur responsabilité publiquement à un degré qu'ils ne voulaient pas reconnaître sur la scène internationale. C'est ça, vis-à-vis de la Libye. Du rôle qu'ils avaient joué vis-à-vis de la Libye. Okay? Catastrophe, donc, catastrophe absolue. Non, mais là, c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni qui se retrouve là, d'un seul coup avec plein d'adversaires sur les bras qu'ils ne pensaient pas avoir. Auxquels ils pensaient échapper. Parce que le jeu des Anglais, c'est toujours simple. C'est d'essayer de passer par en dessous, tu sais. Et ils font leur cochonnerie, puis par en dessous, puis ils essaient de passer inaperçus. Puis de faire blâmer les autres pour leurs erreurs. Mais là, ils sont coincés, et c'est les États-Unis qui viennent de les mettre dans ce sale bain-là. Ils sont pas contents. Alors ça, c'est intéressant. Et c'est même pas Trump qui a fait l'erreur. Ce sont des gens, des... Mais la question, est-ce une erreur? Bonne question. Parce que c'est peut-être voulu. Peut-être que c'est voulu, je sais pas. Peut-être que c'est pour placer, justement, dans les Britanniques dans une position... d'être obligé de faire la chasse au terrorisme alors qu'ils ne souhaitaient pas la faire. Hein? C'est ça, de les engager. C'est peut-être ça aussi. On sait qu'il y a une très grande tolérance en Angleterre pour les milieux islamistes. Alors là, la tolérance, s'il faut qu'il y ait un autre attentat, là, je pense que la tolérance, elle va avoir bien meilleur goût, bien moins... je sais pas, moi. Moi, là, l'Angleterre, j'y crois plus. Non. Puis là, Theresa May, là, qui est une molle finie, qui est même pas capable de dire fondamentalisme islamiste. Elle est pas molle du tout, c'est l'ancienne chef du MI6. Mais elle est très très molle, pas capable de nommer les choses. C'est son plus gros problème. D'ailleurs, c'est ce que le spécialiste britannique Adu Trisac hier disait. On joue au dur, mais on n'est pas capable de nommer le problème. Donc elle n'est pas capable de le résoudre. Non. Ça va être bien difficile. Oui. Écoute, il applique la charia.
dans... Là, il y a des tribunaux, il y a des tribunaux de la charia partout en Angleterre. Je veux dire, sont un peu foutus, là. C'est très profond, là, leur problème multiculturaliste. En fait, ils ont inventé ça. C'est un bocal. Ils sont pris que la charia. Je veux dire, c'est fini, là. Non, puis aussi, ça remet en question l'idée qu'une certaine gauche avait aussi des attentats qui se sont produits en France. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a dit, oui, mais voyez, c'est la laïcité qui fait en sorte que les musulmans sont stigmatisés, et c'est pour ça qu'il y a des attentats en France. On entendait ça un peu, hein? Oui. Après les multiples attentats en France, Charlie Hebdo, Bataclan... Le modèle français toxique. Oui, le modèle français toxique. Là, il y a eu des attentats à Londres. Là, c'est Manchester. Il y avait déjà eu des attentats, déjà au début des années 2000. Oui. Donc, toute cette espèce de rhétorique, le multiculturalisme, ça marche bien. On voit très bien que non. Même si on fait des concessions sur la question de l'islam politique et de l'islamisme et de donner, finalement, des accommodements complètement déraisonnables aux fondamentalistes, ça fait pas qu'on s'épargne des attentats. Hein. Donc, la logique de soumission, en pensant qu'on va éviter le djihad, ça marche pas. C'est un mauvais calcul. Oui. C'est un mauvais calcul. Ouais. Alors, sur une autre scène, sur un autre théâtre d'opération, on va parler un peu de la Syrie. Il y a des développements assez spectaculaires en Syrie. L'armée syrienne est en train de reprendre le contrôle de beaucoup de territoires. A repris la ville de Homs. Hein? C'est ça. Ouais. Et donc, ça, c'est assez spectaculaire. Ça va pas bien pour les islamistes. Non, ils sont en train de rendre les armes. Et ils sont ça commence à être drôlement inquiétant pour les Israéliens qui, eux, s'inquiètent de voir... une Russie puis une Syrie forte. Non seulement ça, mais l'établissement d'une voie de transport à travers la Syrie et l'Irak. Donc, qui relie à l'Iran. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Irak, qui était censément dans le camp américain, là, et plus du tout dans le camp américain. Ben non. Et l'Irak est de plus en plus en train de se rapprocher avec l'Iran et la Russie. Et donc, ça, c'est encore une perte sur le plan... On oublie souvent qu'en Irak, il y a une majorité chiite. Hein? Ouais. Le régime de Saddam Hussein, c'était ça. C'était la domination d'une minorité liée au réseau de la famille Hussein sunnite sur un pays extrêmement fragmenté sur le plan... confessionnel. Confessionnel et même national avec les Kurdes. Hein? Donc, c'est le Proche-Orient. Hein? Ouais. Les États-nations ont toujours un peu quelque chose d'artificiel. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait une grande partie des Irakiens qui soient très proches des Iraniens, sur le plan religieux, sur le plan familial, etc. Voilà, hein, c'est ça que ça a fait, l'intervention américaine. C'est ça. Et puis, alors ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, il y a la Turquie qui voit apparaître le spectre d'un Kurdistan. Armé notamment par les Américains. Par les Américains. Oui. OK? Et qui ne sont pas du tout contents. Alors, l'Alliance, l'OTAN, là, est en train de perdre comment dirais-je, un pivot important. D'ailleurs, c'est pas Trump qui rencontre l'OTAN demain? Il rencontre l'OTAN demain, mais c'est pas ce qui est en cause, là, c'est surtout la base d'Incerlik en Turquie. En Turquie, c'est une base de l'OTAN. Et là, l'Allemagne quitte la base d'Incerlik. Oh! OK? D'accord. Alors, ça va pas bien du tout. Et ensuite, il y a une question qui est réapparue sur les écrans ces jours derniers, c'est la Grèce. La Grèce qui, de nouveau, tombe dans le trou absolu. Et qui a pensé avoir conclu une entente avec l'Europe, et puis qui vient de découvrir que l'entente, elle n'est pas finale. Et son petit phrase va finir de liquider le Fonds monétaire pays, international n'est pas d'accord. Et donc, de toute façon, Tsipras a vendu la moitié du pays. Le port a été vendu aux Chinois. C'est effrayant. Ouais. Les plus belles côtes grecques ont été vendues aux Émirats. Des horreurs, hein? Ouais. Des horreurs. Alors, merci l'Union européenne. Merci la gauche aussi. Hein? Ouais. OK, mais c'est épouvantable. Ouais. C'est Tsipras. Ouais. Celui qu'on comparait à Che Guevara, d'ailleurs, qui est plus néolibéral que Couillard. Et celui c'est quand même drôle, hein, qui était nommé par Gabriel Nadeau-Dubois comme le politicien le plus inspirant d'Europe. Oui, exact. Exactement. Ouais. Puis qui se retrouve à être
Bon, Monsieur Austérité, là. Ouais. Monsieur Soumission, hein, à Bruxelles. Soumission complète. La soumission totale à Bruxelles. C'est ça. C'est ça aussi, Tsipras. Ouais. On pensait qu'il y avait une once de résistance, et puis pas du tout. Au contraire, c'était pire Et ça, que c'est l'autre parti. c'est le problème de cette gauche libérale qui veut toujours être respectable. Varoufakis, même affaire. Même affaire. Des fumistes de la pire espèce. Ouais. Alors, pauvres Grecs, c'est épouvantable, là, ils sont encore c'est très grave. Ils sont en train là, de littéralement les égorger. Et politiquement aussi, ça donne des drôles de choses. Hein? Quand les peuples vivent des crises extrêmes comme ça, ce qui en sort aussi, ça peut être parfois assez radical. Ah ben oui. Il faut faire mais tu sais, des hommes qui ont travaillé toute leur vie, là, puis qui sont obligés d'aller faire des épiceries avec des coupons, là. C'est grave. Ouais, et puis alors? C'est grave. Ça peut mal finir, hein, cette affaire-là. C'est rendu loin, là. Ils vont confisquer les coffrets de sécurité dans les banques. Ben, ils ont fait ça à Chypre, hein. Notamment sur les épargnes des personnes âgées. Ils sont allés les vider. Alors imagine, mais là, ça va aller loin. Là. Confisquer, c'est pas rien. Non. Ouais. Les épargnes de retraités à Chypre, c'est un gros scandale. Hein. D'ailleurs, Florian Philippot le rappelle souvent parce que là, il se fait toujours dire « Ah, c'est une exception, c'est Chypre, c'est la Grèce, des corrompus. » Mais en réalité, l'Union européenne est allée piger directement dans les épargnes des Chypriotes. Ouais. Cypriotes. Ah oui? Ouais. Le gentilé de Chypre. Hein? Le gentilé de Chypre, cypriote. Non, mais c'est parce que c'est Cyprus, hein? Oui, mais c'est Chypre en français. C'est Chypre en français, mais le mot vérifie dans le dictionnaire. Cypriote. Ah, d'accord, c'est possible. Ça se peut. OK. Ouais. Alors, voilà, on en est là. C'est assez pénible comme situation. Et par contre, il y a des éclaircies. Sur le plan, la Chine, à l'heure actuelle, est en train de faire des progrès spectaculaires. Bien sûr, les Américains cherchent continuellement à minimiser ces réalisations. Et ils prétendent que les banques chinoises sont sur le bord de l'effondrement. Mais c'est pour mieux cacher l'effondrement de leur propre banque. Qui est aussi... parce qu'à l'heure actuelle, là, il commence à y avoir des manifestations de bulles qui ont entraîné l'économie américaine vers le bas en 2007 et en 2008. Les bulles sur les prêts hypothécaires et sur les prêts automobiles. Et c'est sans compter les problèmes des prêts étudiants. Alors là, maintenant, il y a une loi qui va être adoptée qui va leur permettre aux étudiants de faire faillite plus facilement. Mais il faut être conscient de ceci. Là. Je veux dire, quand tu commences dans la vie avec une faillite sur le dos, c'est pas évident. Là. Ça augure bien pour la suite des choses. Hein? Drôle de modèle économique. Donc, ça va. La situation aux États-Unis n'est pas reluisante du tout. Et on essaie de maintenir la balle en l'air en nous annonçant continuellement qu'il va y avoir une amélioration, mais l'amélioration tarde de se manifester. Mais d'ailleurs, les économistes qui avaient prévu la crise financière de 2008 annonçaient déjà que la prochaine bulle spéculative qui allait éclore était celle des prêts étudiants. Ils disaient qu'elle était extrêmement grave. Ça fait déjà quelques années qu'on entend ça. Alors évidemment, avec ces prédictions économiques-là, il faut toujours être circonspect. Mais quand tu parles... il y a des signes qui annoncent quand même... Alors quand tu parles de ce problème-là, il faut l'envisager sur deux plans. Sur le plan économique, il va y avoir des grosses pertes. Voilà. Et c'est des pertes qui vont devoir, à partir du moment où la faillite va être autorisée, qui vont devoir être comptabilisées, alors qu'à l'heure actuelle, dans les livres des banques, des institutions financières, comme des pertes et non plus comme des créances. OK? Donc, ça c'est le problème sur le plan économique. Il va y avoir un trou. Un gros trou sur le plan économique. Et ensuite, il va y avoir un problème social qui est celui, évidemment, des étudiants qu'on va forcer à faire faillite. Ben ouais. Et ça a des conséquences qu'on n'est même pas capable d'imaginer, là.
À moins de modifier la loi de la faillite pour enlever un petit peu du stigmate qui est associé à la faillite, puis de faciliter la réinsertion post-faillite. Oui, puis aussi, finalement, ça va avoir un impact aussi sur les étudiants qu'on peut étudier aussi. Ben oui. Donc, on peut sortir de là, pas de diplôme, endetté, en fait. Exactement. C'est quand même puis tu c'est quand même un drôle de t'as pas modèle. de job, tu sais. Ben ouais, exactement. Alors, non, vraiment, là, ils sont coincés. Sur chypriote, mon cher Richard, les deux sont acceptés. Les deux? Oui, cypriote, c'est une ancienne forme. Cypriote? Cypriote, c'est une ancienne forme, le 20e siècle a vu l'apparition de chypriote. Tu vois, moi, je suis ancien. C'est ce que je me suis dit. Je voulais pas le dire comme ça, mais je peux te laisser le dire. Mais non, mais c'est parce que tu as une grande culture classique. Tu mets une tonne, toi? Voilà. OK. Alors, c'est la fin de l'émission Point de bascule du 24 mai. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Point de bascule, radioinfocité.com. J'étais, moi, Richard Lehir, en compagnie de Philippe Plamondon et Alexandre Cormier-Denis, que je remercie pour leur assistance. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde. Et si loin tout ça pour toi, pourquoi faut-il que dans la vie, il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie, ce soit toi qui me l'aies appris? Souviens-toi le dimanche, on regardait passer ceux qui avaient de la chance, ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui ne sont pas à pied. On se contentait d'un banc ou d'un carré de pelouse et tu me disais viens-t'en. Mais moi je regardais ta blouse, quel beau dimanche c'était, et l'on s'aimait, et l'on s'aimait. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi comme autrefois, emmène-moi rien qu'une seconde, et si loin tout ça pour toi. Pourquoi faut-il que dans la vie il soit des jours où c'est fini? Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'aies appris? Une fois de temps en temps, un cinéma de quartier